Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance, on va parler de technique d'intensification. Puis quand je parle de technique d'intensification, c'est une manière différente d'approcher le nombre de séries, le type de série, le nombre de répétitions pour aller chercher soit plus de volume, plus d'intensité ou un changement au niveau de la technique. Donc, sur ce, on commence tout de suite. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Évidemment, c'est sûr qu'il faut mentionner que c'est des techniques qui sont peut-être mieux d'être utilisées quand tu es un petit peu plus avancé dans l'entraînement. Tout simplement parce que quand tu es débutant, évidemment, tu veux te focuser un petit peu plus sur une belle technique, une belle série complète. Puis ça va être ça l'essentiel. C'est pas nécessairement qu'ils sont risqués, mais ils ont tous certains risques que tu n'as pas en faisant une série qui est juste comme normale. Fait qu'à un certain point, quand tu débutes, fais juste focuser sur j'ai une belle technique, je fais une belle série bien complète. Puis après, si tu veux mettre un petit peu de piquant dans ton entraînement, bien, on peut aller un petit peu plus avec les méthodes d'intensification. Oui, les méthodes d'intensification aussi, c'est quelque chose qui est souvent abusé à la base. Ouais. Mais déjà en partant, il y en a deux types qu'il faut savoir. On a les techniques d'intensification basées sur le volume, fait que là c'est vraiment sur la quantité de répétition, la charge, etc. Et basées sur la technique. Et généralement, ceux qui sont basés sur la technique, c'est ceux qui comportent le plus de risques au niveau des blessures. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Et on va commencer avec les techniques basées sur le volume. Parce que quand j'ai commencé l'entraînement et que j'avais Coach Jay qui me faisait des programmes, j'en ai fait de ce qu'on appelle des supersets. Bon, comment dire ça? Disons que je me suis pas toujours entraîné de la bonne façon. Puis évidemment, avant, quand on a commencé à travailler ensemble, mais avant, on n'avait même pas notre compagnie, on travaillait déjà pour quelqu'un d'autre. Moi, les supersets, là, c'était mon meilleur ami. Fait que là, dans le fond, moi, je mettais des supersets partout parce que j'étais comme, ah ben, ça fait augmenter l'intensité, fait que c'est ça qu'on veut. Oui et non. Oui et non. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un superset, c'est 2 exercices back-à-back. Fait que, mettons, je décide de faire un exercice de biceps puis directement après un exercice de triceps, c'en est un. Mais tu peux aussi faire 2 exercices de biceps back-à-back, ce qui va faire en sorte que tu vas commencer ta deuxième série déjà fatigué au biceps. Tu vas aller chercher encore plus d'intensité que tu serais allé chercher si tu étais dans une série normale sans nécessairement de superset. Puis Giant Set, qui est aussi en lien avec ça, qui est un superset à plus que 2 exercices différents. Fait que moi, j'étais vraiment fort là-dessus. Puis Simon, il m'a dit, fais-moi un programme pour prendre la masse. Puis moi, j'étais comme, parfait, on met des supersets puis on met pas de repos. Mais la réalité, c'est que c'est pas vraiment ce que tu veux faire. Concrètement, le superset, ça sert à quoi? Le superset, ça sert à stimuler, augmenter le volume qu'on peut faire au sein d'une même répétition. Le principal fait pratique, c'est que ça sauve du temps parce qu'on réduit le temps de repos entre 2 exercices, soit comme tu disais, d'un même groupe musculaire ou de groupe musculaire qui est différent. Donc, d'un point de vue pratique, ça permet d'économiser du temps. Le deuxième aspect qui est souvent mis de l'avant, c'est que on peut, par exemple, augmenter le volume. Fait que la quantité de charge qui est soulevée en faisant 2 exercices différents. Fait que, mettons, si je fais l'exemple, mettons, un bicep curl, par exemple, ben là, je vais travailler mes biceps, mon brachial, puis là, je vais faire, mettons, mon 10 à 12 répétitions. Et là, sans repos, je vais aller stimuler encore plus mon brachial dans un état où est-ce qu'il est déjà préfatigué. Puis là, je vais faire un superset de, par exemple, prise marteau, hammer curl, par exemple. Et dans le fond, on veut aller chercher beaucoup plus de stimuli. Fait que ça, c'est une des intentions qu'on veut avoir au superset. La problématique, moi, que j'ai avec ça, évidemment, puis c'est souvent comment les gens l'utilisent en temps normal, puis c'est normal. Mais si tu fais, mettons, on prend un exemple, tu veux faire un exercice de chest, puis directement après, tu veux faire un exercice de dos. Ben, logiquement, vu que tu viens juste de faire un exercice, ton cœur, il pompe, tu es fatigué, puis directement après, tu vas faire un exercice de dos. Fait que j'aime pas nécessairement faire ça parce que le deuxième exercice, selon moi, il est souvent négligé. Puis, la façon de faire fait en sorte que les gens se disent OK, ben j'ai 2 exercices back-à-back, donc je dois réduire mes poids. Puis ça, je trouve pas que c'est quelque chose qui est super avantageux, mais reste que le superset en tant que tel peut être relativement pratique pour essayer d'aller mettre un petit peu plus d'intensité. Autre chose, souvent aussi, c'est que je veux quand même pas négliger le risque de blessure qui peut être en lien avec le superset. Si on prend, mettons, l'exemple de 2 exercices complexes que tu décides de mettre back-à-back.
je décide de faire du leg press puis directement après des squats à la barbell, ce qui est très violent là, comme superset. Assez. Il y a des bonnes chances que si tu as une fatigue du système nerveux central, tu as une fatigue localisée dans tous tes muscles, une fois que tu vas faire ton squat, de un, évidemment, il va avoir moins d'intensité qu'un squat régulier, mais de deux, tu as plus de chances d'avoir une technique qui est un petit peu moins bonne. Puis évidemment, sur des exercices comme ça, tu veux une belle technique, sinon il y a plus de chances de blessure. Fait que c'est comme mon petit point là-dessus au niveau des inconvénients du superset. Là. Ouais. Ça ne veut pas dire que les supersets n'ont pas de contexte dans lequel ils peuvent être utilisés. Une manière peut-être d'améliorer les supersets, c'est de quand même donner un court temps de repos entre deux séries. Fait que dans le fond, le superset, c'est juste deux exercices différents, back-à-back, au lieu de faire 3 séries du premier exercice, puis après 3 séries du deuxième, ben on fait 3 séries d'exercices A, B, puis après exercice A, B, exercice A, B. Fait que c'est possible d'inclure un léger temps de repos. Fait que quelque chose qui est possible de faire, par exemple, si on n'a vraiment plus beaucoup de temps à la fin de notre séance, mais on veut quand même faire nos biceps et nos triceps, ben c'est par exemple de faire nos fameux bicep curls, prendre un repos de peut-être 30 à 45 secondes, puis là, commencer après nos triceps et par la suite prendre ton 90 à 220 secondes de repos. Encore une fois, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le principal inconvénient des supersets, c'est la fatigue neuromusculaire qui est créée. Que ce soit du même muscle, que ce soit dans du muscle aussi qui est opposé ou qui est différent, il va avoir cette fatigue-là. Donc, généralement, il y a toujours le deuxième exercice qui est moins intense que le premier ou le premier si on sait qu'on a un deuxième exercice à faire, comme tu disais. Les supersets aussi, c'est dans les techniques d'entraînement très avancées. Fait qu'on parle de bodybuilding, on peut les utiliser quand on travaille à différents angles de force. Fait que là, déjà, ça se peut que j'en perde avec l'angle de force, mais un exemple simple que je fais souvent, en fait, des supersets, c'est le lateral. Pardon, je recommence. Avec des élévations latérales, des lateral raises. Parce que dépendamment des outils, on a différents stimuli. Fait que par exemple, avec des haltères, lorsqu'on est les bras le long de notre corps, on a très peu de tension. Et quand on élève les bras sur les côtés à 90 degrés, bien là, on a beaucoup de tension en haut du mouvement parce que c'est là que ça demande le plus de force. À l'inverse, les câbles, eux, ils créent beaucoup de tension lorsque tu es en bas, le long de ton corps, quand on fait des lateral raises au câble, et beaucoup moins de tension quand on est en haut. Fait que là, ça peut être intéressant d'intégrer des supersets, mais là, comme je vous dis, c'est quand même plus avancé, puis normalement, c'est un professionnel qui fait cet encadrement-là, puis cette structure-là avec ça en tête. Mais bref, les supersets peuvent être utilisés, particulièrement quand on manque de temps, si on veut donner un peu plus d'intensité, aller plus proche de l'échec musculaire aussi, mais avec parcimonie, il faut éviter l'abus. Une autre technique d'intensification basée sur le volume qui pourrait ressembler au superset, c'est les drop sets. Ouais, l'idée générale du drop set, c'est tout le temps le même exercice. Fait que si, mettons, on prend le fameux exemple tout le temps du bicep curl, mais tu es en train de faire des bicep curls, puis tu décides que, tu décides pas, tu n'es plus capable, tu arrives à la fin. Parfait, j'ai fait 10 répétitions, c'est le maximum que ce que je peux faire. Tu vas prendre la charge, tu vas la baisser de 20 à 30 plus 30 en temps normal, puis tu vas refaire le plus de répétitions que tu peux avec cette nouvelle charge. Donc, drop set veut dire tu drops ton poids, puis tu continues ton set. Exactement. En gros, c'est ça. Puis l'idée, en fait, du drop set, ça reste les mêmes avantages puis les mêmes inconvénients un petit peu que le superset. Évidemment, tu vas aller comme créer plus de volume parce que, veux pas, tu vas avoir plus de répétitions. Tu vas évidemment aussi créer plus de fatigue au niveau du muscle, qui va rendre ça peut-être un petit peu plus difficile au niveau de la récupération. Même enjeu au niveau de la technique, évidemment. Plus de répétitions que tu fais quand ton muscle est vraiment comme plus capable à son maximum, plus que tu as de chances d'avoir des blessures liées à ça, sans nécessairement que ce soit des énormes chances. Fait que ça ressemble sensiblement au même principe au niveau des réactions du corps par rapport du drop set au superset. Sauf que c'est 2 fois le même muscle un petit peu. Exactement. Puis souvent, c'est une technique qui est utilisée pour les personnes qui ont plus de difficultés aussi à aller à l'échec musculaire. Fait quand il y a une grosse charge, parfois tu peux avoir peur de te blesser, par exemple, ou tu peux avoir peur justement de mal faire le mouvement. De là, tu vas aller plus léger, mais tu vas essayer quand même d'aller à la limite de ta contraction. Ce qui est pratique aussi avec le drop set, c'est que ça te permet de stimuler davantage ton muscle d'un point de vue local sans avoir nécessairement besoin de te déplacer ou changer de machine. Parce que contrairement au drop set, vu que tu fais le même exercice, mais tu as besoin juste, admettons, de soit descendre la charge au niveau de la poulie ou changer de barbell, versus le fait de faire des supersets parce que tu peux avoir 2 exercices différents, bien là, tu réserves
une machine, puis après, mettons, des haltères ou 2 machines différentes, ce qui, là, peut nuire un peu à l'environnement qu'on peut avoir au gym. Parce qu'on a tous eu cette expérience-là d'une personne qui avait un superset à travers tout le gym, puis là, C'est on ça, attend ouais. que la machine est vide, mais il y a une serviette, est-ce qu'on peut l'utiliser? Fait que c'est l'avantage aussi du drop set, c'est que ça demande moins de matériel et c'est vraiment plus pratique. Le dernier, t'avais-tu quelque chose, excuse-moi, à ajouter là-dessus sur le drop set? Évidemment que le drop set, en tant que tel, va rendre ton entraînement un petit peu plus long, contrairement au superset qui Oui, est là pour l'économie de temps. Le drop set va faire en sorte que ta série va être plus longue. Fait que logiquement, c'est sûr que ton entraînement va être plus long dans la résultante. exact. Ouais. Ouais. Justement, là, tu peux y aller au niveau Là, du. on en a un autre. Puis celui-là aussi, ça s'appelle les myo-reps ou le rest pause, si vous voulez. Et celui-là aussi augmente la durée de temps d'un entraînement de manière significative, Ouais. sauf dans certains contextes. Puis je l'aborderai un peu plus tard. Mais un myo-rep, c'est quoi? C'est simplement une série qui est interrompue et poursuivie, dans le fond, par de courts temps de repos. D'où le rest pause set. Dans le fond, l'intention du myo-rep, c'est d'aller plus proche de l'échec musculaire, créer peut-être un peu plus aussi de stress au niveau métabolique, Ouais. comme on en avait discuté avant, et aussi de rajouter plus de volume. Fait qu'est-ce qui se passe? Mettons qu'on va utiliser l'exemple du bicep curl parce qu'on est là-dedans. Je soulève ma charge 8 à 10 fois, puis c'est ma charge qui est maximale. Je ne peux pas en faire plus que 10 répétitions. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un repos de 20 secondes. Après mon 20 secondes de repos, je vais aller chercher un 3 à 5 répétitions supplémentaires. Si je suis capable de faire ce 3 à 5 répétitions-là, je prends un autre 20 secondes de repos. Une fois que ce 20 secondes-là est terminé, je réessaye de faire un 3 à 5 répétitions. Et je continue ce cycle-là tant que je suis capable de faire 3 répétitions complètes. Si je ne suis plus capable de faire 3 répétitions, ben là, ça veut dire que le myo-rep est terminé et je commence mon temps de repos. La différence avec le myo-rep, c'est que ça permet aussi de faire une série ou deux par entraînement pour chaque exercice si on n'a pas le temps de s'entraîner. Et c'est à la base pourquoi le rest pause avait été inventé. C'est si vous avez juste un 30 minutes pour vous entraîner, mais vous avez quand même 5 à 6 exercices, bien, au lieu de faire 3 à 4 séries par exercice, on va en faire 1 à 2, mais les myo-reps nous permettent de nous rapprocher très rapidement de l'échec musculaire. Donc oui, ça demande plus de temps si on l'intègre dans un programme complet, mais dans un programme qui est raccourci, ça fait une grosse différence. Au même principe que les deux autres qu'on vient juste de présenter, évidemment, comme ça augmente le volume, ça augmente l'intensité, ça augmente aussi le stress mécanique, le stress métabolique, ça fait en sorte que c'est taxant. C'est super taxant sur le muscle, c'est taxant sur le système nerveux central, mais surtout sur le muscle. Tu sais, dans la réalité, c'est que ça se peut que ton muscle ait besoin, si tu fais juste ça là, dans ton entraînement, c'est sûr que tu vas être démoli et ton muscle va avoir besoin de plus de repos que d'habitude. Donc, c'est toujours dans le dosage. Dans la mesure où tu veux quand même être en mesure de pouvoir t'entraîner à ta prochaine séance. Tu sais, mettons que ton haut du corps, c'est là, puis ton haut du corps, il s'en vient dans 3 jours, puis que tu es encore démoli, puis tu dois tout reporter, bien évidemment, ça ne vaut pas la peine. Fait que, tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, c'est à prendre avec parcimonie, puis justement, être en mesure de l'utiliser dans certains contextes, mais pas tout le temps. Tu sais. Oui, exactement. Une chose, personnellement, j'utilise le plus souvent les myo-reps et particulièrement chez les clients ou les clientes qui ont de la difficulté à aller à l'échec musculaire. Parce que Ouais. souvent, l'échec musculaire, on a l'impression que c'est simple à atteindre, puis hey, je suis capable, mais ça demande beaucoup de volonté déjà en Ouais. partant. Puis il y a même des études là, par rapport au fait que les athlètes, quand il y avait une récompense à la fin, étaient capables de pousser beaucoup plus même quand il n'y avait pas de beaucoup plus quand il n'y avait pas de récompense qui était associée, mais dans les deux cas, les athlètes pensaient qu'ils se poussaient à 100%. Ouais. Fait qu'il y a comme ça qui les avait motivés à donner plus de leur capacité. Donc moi, j'assume souvent que c'est pas facile d'aller à l'échec musculaire. Donc, j'intègre les myo-reps pour leur faire sentir c'est quoi aller à l'échec musculaire. Et si ils ou elles sont capables de faire beaucoup de cycles de myo-reps, c'est probablement parce que leur poids initial était trop léger. Un peu comme le concept de failure set. Fait que ça faisait le tour pour les techniques d'intensification au niveau du volume. Il y en a plus. Là, nous, on a parlé principalement de ceux qui sont spécifiques à l'hypertrophie, le développement musculaire et qui revient le plus souvent. Mais lorsqu'on parle d'autres qualités musculaires comme la force, la vitesse, la puissance, bien ça, c'est un autre contexte. Là, c'est vraiment juste pour l'hypertrophie. Et la deuxième partie, ça, c'est les techniques qu'on voit le plus souvent en vidéo sur les réseaux. On est confronté à ça tous les jours. C'est les techniques d'intensification basées sur la technique. La première étant les séries
tricher. Mais c'est surtout eux qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que c'est comme un argument, une série ben, en fait, je vais dire c'est quoi au début. Une série trichée, c'est évidemment c'est tricher le mouvement pour faire quelques répétitions de plus à la fin d'une série. Euh, Puis ça, c'est comme l'excuse que j'entends le plus souvent parce que les séries trichées, ça existe. Fait que les gens, quand ils font une mauvaise technique, ils font juste dire ben, je fais une série trichée. Mais le principe de la série trichée, c'est pas de la tricher de A à Z. Hein? C'est parce que ça, c'est juste pousser croche. Oui. Mais l'idée, c'est évidemment, tu vas faire une belle série. Fait qu'une fois que tu vois que physiquement, en gardant la belle technique, tu n'es plus capable de faire une répétition complète de plus, ben tu vas venir, ben tu es à ton échec technique. Mais tu veux être en mesure de faire plus de répétitions, donc tu vas utiliser d'autres membres pour, mettons, te donner un élan. Encore une fois, le bicep curl, c'est un exemple. Fait que, mettons que tu fais ta répétition, donc ta technique est parfaite, bien, à un moment donné, à la fin, tu n'es plus capable de le faire, donc tu vas vouloir un petit peu utiliser ton dos pour balancer comme levier pour que tes bras ils montent. Ça peut être une bonne technique, mais moi, c'est elle que j'ai un petit peu plus de misère dans toutes les techniques, tout simplement parce que il faut vraiment que ta technique soit belle à la base. Il faut que tu prennes en considération qu'il y a des chances que tu te blesses. Oui, tu vas faire des extra reps, mais tu pousses tout croche les trois derniers sets, trois dernières répétitions, excuse-moi. Donc, il faut faire attention. Moindrement que tu te donnes des élans, tu commences à donner des coups secs, puis ton muscle est déjà fatigué. Ça se peut que ça ait des problématiques à ce niveau-là. Fait que oui, tu peux augmenter l'intensité, tu peux aller un petit peu en haut de ton échec technique pour vraiment aller chercher l'échec musculaire du muscle précis, sauf que c'est à prendre en considération qu'il faut que ça soit fait comme il faut, puis que tu peux pas juste faire 2 belles répétitions puis tricher 8 répétitions après, parce que sinon le poids est juste trop lourd. Comme je l'ai dit presque dans toutes mes vidéos, si c'est le cas, baisse le poids, t'es bien mieux de juste avoir une belle technique puis baisser le poids. T'sais. Oh oui, ça devient du ego lifting rendu Ouais. là. Fait que, comme tu dis, il faut qu'il y ait une certaine logique derrière ça. Fait que les dernières répétitions. Hein. Et dans ce cas-là, moi, c'est là que je trouve que c'est super pertinent d'aller rencontrer des entraîneurs ou des kinésiologues pour nous aider parce qu'il y a des manières de tricher qui est beaucoup plus sécuritaire que d'autres. Fait que si je reprends l'exemple du bicep curl, ben, ce qui est le fun, c'est pas d'utiliser notre dos pour arquer jusqu'à l'infini, puis là, on a des risques de se blesser au bas du dos, mais plus de squatter, par exemple, fait que de s'aider avec nos jambes pour tricher. Fait qu'il y a plein de techniques qui sont possibles de variantes, en fait, des séries trichées. Et c'est là que les professionnels sont vraiment les meilleurs pour vous suivre là-dedans. Un autre concept qui est important, puis tu en as parlé au niveau de l'échec technique, c'est qu'il n'y a pas tous les exercices qui doivent être faits en triché. Puis, je vous donne un exemple. Des exercices comme le back squat, le deadlift, par exemple, le bench press. On ne veut pas prendre le risque d'aller au-delà de l'échec technique parce que c'est là que les blessures sont importantes. Plus les charges sont élevées, moins la série trichée devient intéressante parce que ça augmente drastiquement les risques de blessures. Assurez-vous surtout d'avoir toute la sécurité autour. Déjà qu'on a la difficulté à faire valoir l'importance de sécuriser un rack à squat. Si vous vous mettez à faire des squats sans sécurité, en plus en incluant des séries trichées, vous n'allez pas gagner là-dessus. Vous risquez plus de vous blesser. Donc, super important, il n'y a pas tous les exercices qui sont pratiques ou qui sont sécuritaires de faire des séries trichées. Personnellement, ma recommandation générale, c'est si tu veux faire une série trichée, il faut que tu aies la bonne technique et l'encadrement et priorise les machines pour ça. Parce que tu as beaucoup moins de risques, il y a toujours un verrou de sécurité qui se met à quelque part, tu ne risques pas de t'écraser comme une crêpe par terre. Là. Ouais. Fait que ça, c'est par rapport à la série trichée. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Une autre technique d'intensification basée sur la technique, c'est les séries partielles. Puis là, on a quelque chose qui est très fameux qui s'appelle le 21. Ben, c'est ça. Le meilleur exemple de c'est quoi une série partielle, c'est le 21. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est je fais 7 demi-répétitions de haut au milieu de mouvement dans un bicep curl. Après, je fais 7 répétitions sur la partie du mouvement du haut. Puis après, j'en fais 7 complets. Fait que la série partielle, le nom le dit, c'est tu fais ta série, mettons, au complet. On va y aller pour le bench cette fois-ci, on change un petit peu. Donc, tu fais ta série de bench au complet, puis quand tu n'es plus capable, tu vas juste faire des demi-reps, en gros.
ce qui va faire en sorte, au même principe, que les autres, tu vas augmenter le volume sur ton muscle, tu vas augmenter l'intensité, tu vas augmenter le stress métabolique, le stress mécanique. C'est tout le même principe, right? Les techniques d'intensification, c'est pour intensifier. Ouais. Mais tu vois, elle, je l'aime plus parce que c'est possible de le faire. Parce que tu sais, ton corps est physiquement plus capable de faire une répétition complète, mais tu as juste à utiliser la partie dans laquelle le muscle que tu travailles est plus fort, ce qui va faire en sorte que ça, cette partie-là, tu peux en donner encore plus. Évidemment, si tu fais tes demi-reps, si on prend le bench press puis tu les fais dans le bas totalement, les demi-reps, tu vas t'écraser sous la barre. Mais si tu le fais en moitié du mouvement jusqu'en haut, bien à ce moment-là, tu vas être en mesure de comme, aller chercher l'intensité que tu veux. Fait que ça te permet de travailler dans la partie où ton muscle est le plus fort pour aller chercher encore plus d'intensité pour te rapprocher encore plus de ton échec musculaire. Ouais. Et là-dessus, justement, ça fait que quand on fait des failure sets, des séries à l'échec musculaire, moi j'aime ça aussi mentionner que c'est possible de faire des séries partielles pour aller à l'échec. Parce que l'échec, en théorie, c'est lorsqu'on n'est plus capable de faire une contraction concentrique. Là. Fait que de juste faire la contraction de base, on n'est plus capable. Donc, si l'exercice est sécuritaire et le permet, bien entendu, aller à l'échec musculaire, si on est encore capable de faire 80% de la portion du mouvement, on n'est pas encore à l'échec en théorie. Fait qu'on peut continuer à le faire. Bien entendu, il faut que ce soit sécuritaire, je le rappelle. D'ailleurs, sur les séries partielles, c'est quelque chose qui est quand même assez étudié récent, mais on parle de ce qu'on appelle les long length partials. Fait que les répétitions partielles dans leur position étirée. Et ça, on a des extrêmes, on a des gens qui ne sont pas d'accord, on a des gens qui prônent ça comme étant la nouvelle méthode, mais en réalité, on n'a pas encore toutes les données pour dire si c'est vraiment aussi plus efficace que des répétitions complètes. On ne les a pas. Par contre, il y a quand même une partie de la littérature qui nous souligne que les répétitions partielles dans la position étirée auraient autant de bénéfices ou un peu plus que la répétition complète ou juste et que la portion contractée. Donc, si je donne l'exemple d'une étude qui a été faite, ça a été par rapport au biceps. Là, je sais qu'il y a plusieurs fans d'entraînement de biceps quand même. Donc, qu'est-ce que l'étude a fait? C'est qu'elle a testé, dans le fond, des personnes qui faisaient des répétitions partielles au preacher curl. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un preacher curl ou qui écoutent, qui n'ont pas de visuel. Un preacher curl, c'est lorsqu'on a les épaules vers l'avant, généralement avec une barre ou une machine. Fait qu'on a les coudes en avant appuyés sur un banc, une surface, et que là, on fait une répétition alors que nos épaules sont en position fléchie de manière passive. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé des personnes qui faisaient juste la portion basse du mouvement versus des gens qui ont juste fait la portion haute du mouvement. Et là, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'en allant, bien entendu, tout le monde à l'échec musculaire, les gens qui faisaient la portion basse du mouvement avaient eu un gain significatif en masse musculaire, contrairement à la personne qui faisait juste la partie contractée du haut. Fait que ça devient comme un peu un outil. Et je prends le temps de parler de ça parce que au bicep curl particulièrement, lorsqu'on fait des séries trichées, souvent, en fait, ou des séries régulières, on ne va pas dans toute l'amplitude du mouvement. Fait qu'on néglige cette portion-là de la partie. On néglige la portion étirée du mouvement parce qu'on est en mode ego lifting. Je veux juste faire la partie que je suis le plus fort, qui est souvent la partie qui est le 90 degrés supérieur. Fait que ça aussi, c'est important à prendre en considération qu'aller dans toute l'amplitude du mouvement, c'est quelque chose qui est super important pour le développement musculaire. En ce moment, on n'a pas de conclusion fixe pour savoir si c'est possible pour tous les muscles d'avoir des bénéfices au niveau de la portion étirée, mais j'aime ça mettre à jour les gens par rapport aux études. Puis d'ailleurs, je vais la mettre en description, bien entendu, pour ceux qui sont curieux d'aller en lire plus par rapport aux répétitions partielles dans la portion étirée. Donc, ça fait à peu près le tour des techniques d'entraînement les plus fréquentes qu'on utilise en bodybuilding. Encore une fois, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Donc, si vous voulez en intégrer à petite dose, vous pouvez les tester, voir comment est-ce que ça affecte votre intensité. Si vous êtes des personnes qui suivez, qui notez aussi vos répétitions, d'ailleurs, je recommande à tout le monde de noter les répétitions et les charges comme dans un programme d'entraînement, on le ferait. Vous allez pouvoir voir si vous allez quand même pouvoir surcharger au fur et à mesure parce que les mêmes principes de base sont importants que la surcharge progressive. Et si vous voyez que vos charges ne font que baisser, vous avez trop de fatigue, trop de courbatures, c'est un signe que vous ne devriez peut-être pas en utiliser encore de techniques d'intensification.
Donc, ça conclut cet épisode et la semaine prochaine, on a un épisode que je trouve super intéressant comme sujet. C'est par rapport aux 3 erreurs fréquentes que les gens font lorsqu'ils essaient de perdre du gras par eux-mêmes. Non pas que c'est mal qu'ils le fassent par eux-mêmes, mais souvent, on a les mêmes problématiques qui reviennent, puis on veut, si vous êtes dans cette situation-là, puis que vous voulez avoir de l'indépendance et commencer de votre côté, mais on veut être capable de vous outiller. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, un sujet que vous aimeriez qu'on aborde dans le podcast, écrivez-nous sur Instagram, c'est là qu'on est le plus actif. Vous pouvez écrire à Jérémy à coachj.knvl ou à moi-même coachsim.knvl et j'ai super hâte de vous revoir la semaine prochaine.